Bonsoir à tous. Je vais me présenter d'abord. Je suis Jean-François Déhu, professeur de mécanique au CNAM. Et donc, j'avais contacté initialement Sébastien Thiebaud qui va nous faire la présentation de ce soir. Donc, Sébastien Thiebaud est professeur de mécanique à Supmicrotech, anciennement l'ENSMM. Donc à Besançon, et il est responsable de l'option ingénierie micromécanique. Et il est également chercheur à l'Institut FEMTO-ST à Besançon, et responsable d'une plateforme qui s'appelle Mephisto. Donc Sébastien va nous faire une présentation ce soir très intéressante, dont le titre est ici, De Breguet à nos jours, innovation et savoir-faire en horlogerie. Donc je te laisse la parole. Merci à vous. Premièrement, merci au CNAM d'avoir proposé de faire cette présentation. Merci également d'être venus assez nombreux un jeudi à 18h. Et puis, je vais remercier aussi mes parents qui sont venus, parce que la première fois que j'ai découvert les arts et techniques, c'est mon père qui m'a amené dans le musée qui est juste à côté. Donc peut-être que ça a été un point décisionnel sur ma carrière future. Donc je vais vous présenter effectivement certaines choses que l'on fait en recherche donc à l'Institut. Donc de Breguet, donc on parlera de Monsieur Breguet qui est un très grand inventeur de l'horlogerie, qui a laissé une trace indélébile dans l'horlogerie à la fin du XVIIIe siècle. Et puis on verra comment ça a perduré. On verra qu'en fait des innovations, on n'a pas eu tant que ça en horlogerie. On a surtout beaucoup inventé il y a 200 ans. Et puis aujourd'hui, on invente certaines choses, mais c'est souvent des redites du passé. Et on va voir comment on apporte aujourd'hui des savoir-faire et des innovations dans ce secteur-là. Donc je reviendrai sur la photo qui est prise du musée d'un montre compliqué, donc qui est une montre de poche du duc de Choiseul-Praslin. On verra ici justement une montre qui a été développée par Louis-Abraham Breguet, et on verra à quoi elle consiste. Donc bonjour. Je vais essayer de vous présenter donc, pendant une petite heure certaines choses. On peut aussi vous faire connaître mon terrain de jeu avec mes collègues. Pourquoi Besançon est également connu comme étant la capitale historique de l'horlogerie, même si Paris est également une capitale importante de l'horlogerie française à un moment donné. On va parler un peu de la montre mécanique, expliquer comment elle marche. Alors je vais essayer d'être très didactique, parce qu'on peut passer des heures à expliquer comment marche une montre. Et puis je vous ai amené des exemples de pièces pour vous donner des ordres de grandeur, des échelles, parce que souvent on voit des belles présentations sur un écran qui est grand, mais on n'imagine pas toujours la taille des composants horlogers qui y sont associés. Et puis je présenterai ce qui se passe dans le monde de la recherche, dans le monde de l'innovation horlogère, et puis ce qu'on peut apporter, et puis ce qui devient aujourd'hui courant, et ce qui va arriver dans les prochaines années. Alors première chose, comme vous l'a dit, je suis donc professeur à Supmicrotech NSM, École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques. Et à part les Byzantins et quelques érudits un peu partout, le mot microtechnique n'est pas toujours très bien défini. Donc on va essayer de vous en donner un exemple et on vous montrera que en fait, l'horlogerie et la montre s'intègrent parfaitement dans cette définition. Alors, microtechnique, ensemble des techniques permettant d'intégrer, de miniaturiser précisément un maximum de fonctions dans un minimum d'espace. Pendant 40 ans, on s'est battu pour donner une définition à ce terme. On commence à converger. On rajoutera le mot durablement. On verra que l'aspect environnemental a également une importance. Et pour vous donner des exemples, je vous ai pris cet exemple d'un certain nombre de photographies empruntées aux années 80 et aux années 90. Vous voyez un certain nombre d'objets, des dictaphones, des Walkman, des 33 tours, des 45 tours, un ordinateur, Beatbox, la calculatrice, une carte IGN. Et aujourd'hui, tout ça se retrouve dans un objet du quotidien que tout le monde utilise, à savoir un téléphone portable. Et donc, pour arriver à intégrer toutes ces fonctions ici dans un minimum d'espace, on a besoin des microtechniciens et d'intégrer tout ceci. Si vous n'avez jamais démonté également un AirPods, qui est l'outil préféré avec le téléphone de nos adolescents préférés, eh bien, aujourd'hui, vous avez un très grand nombre de fonctions dans un minimum d'espace qui tient dans une oreille. Et donc, pour ça, on fait appel aux microtechniques pour arriver à concevoir et à développer ce type de produit. Alors, quand on parle de microtechnique, on parle d'une échelle et d'une mesure qui est le micromètre. Et le micromètre, il faut arriver à le définir.
Donc pour celui qui fait des sciences, c'est assez facile à définir, c'est le millième du millimètre. Par contre, pour le quotidien, il faudrait arriver à fixer des ordres de grandeur. Donc là, j'ai pris 2 exemples de choses qui ont été faites sur des équipements dont M. Goni est le représentant, qui est dans la salle. Donc une entreprise qui s'appelle Cairn Microtechnique, qui fait des micro-fraiseuses. Alors micro-fraiseuses qui ne sont pas petites, mais qui permettent d'usiner à des petites échelles. Et là, par exemple, typiquement, ce qui a été fait au début des années 2000-2002, c'est ça à peu près, Guillet ? Ouais. Ici, on vient percer ici un cheveu, ici, avec un forêt, on fait passer une tige de cuivre à l'intérieur. Et puis, depuis quelques années, on grave aussi les cheveux avec des fraises, donc des fraises d'usinage qui font ici 10 microns de diamètre. On en trouve aujourd'hui de 7 microns pour des applications diverses et variées. Pour vous fixer l'ordre de grandeur, donc je vais vous donner à peu près le diamètre moyen d'un cheveu, c'est 70 microns. Et puis pour donner un ordre de grandeur de la vie quotidienne, un diamètre de fibre optique, aujourd'hui, est de 100 microns. Et voilà aujourd'hui ce qu'on est capable de faire dans notre institut. Vous avez un exemple ici. C'est la plus petite maison du monde fabriquée, assemblée ici. C'est aussi la plus chère au mètre carré, puisqu'il faut un équipement qui coûte à peu près 3 millions d'euros pour fabriquer ça, ici. Et donc ici, c'est une pointe de fibre optique. Donc on a réalisé cette maison comment ? Eh bien en fait, dans notre institut, on a une équipe qui est leader mondial dans cette application ce qu'on appelle la micro-nano-robotique. On va ici, sous un microscope électronique à balayage, on va utiliser ce qu'on appelle un faisceau d'électrons à la place d'avoir un faisceau un laser. On va venir découper ici ce qu'on appelle une plaque en silicium, un wafer pour les adeptes, et on va découper des pans. On va chauffer les pans qui vont se plier tout seuls. On va faire la toiture et on a un micro-nanorobot qui va déplacer cet objet qui fait ici sur le côté, vous voyez, qui fait 20 microns de largeur, c'est-à-dire à peu près un tiers de la taille d'un cheveu. Et on va venir assembler, souder cette maison. Pour donner un ordre de grandeur encore, la tête d'une mythe ne peut pas rentrer ici dans cette maison. Donc on est ici à l'état de l'art en termes de conception, fabrication, assemblage. Pourquoi des micro-usines ? Aujourd'hui, on a besoin de notamment manipuler des objets qui sont tout petits, et on a pas mal d'applications dans l'Institut qui tournent autour, par exemple, notamment de faire des sollicitations mécaniques ou de trier des objets notamment biologiques, des chromosomes, des ovocytes, pour pouvoir trier des objets, et donc ça se fait à des échelles qui sont relativement faibles. Alors, la question c'est, comment on mesure ce micromètre ? La première personne qui a inventé un appareil permettant de mesurer le micromètre, qui s'appelle Antoine Lecoutre, que vous connaissez peut-être si vous êtes adepte d'horlogerie, a été le fondateur d'une entreprise, et plus tard aujourd'hui Gégère Lecoutre, et qui a inventé cet appareil de mesure qui s'appelle ici le millionomètre. Donc c'était un inventeur, et tout ça ici pour vous amener à vous dire qu'aujourd'hui l'horlogerie en fait est une discipline qui a initié ce qu'on appelle aujourd'hui la micromécanique et au sens large, aujourd'hui pour nous, les microtechniques. Alors je vais essayer de me présenter maintenant, et expliquer comment on arrive à travailler dans ce domaine-là. C'est peut-être pas courant. Alors je suis natif de la région parisienne et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me laissaient faire ce que je voulais en études et de pouvoir rentrer dans un lycée technique qui était à côté de chez nous, qui justement avait une formation en microtechnique. On verra que l'histoire de l'horlogerie impacte beaucoup cette formation. Et donc j'ai eu un baccalauréat microtechnique, à l'époque qui s'appelait F10, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai continué mes études jusqu'à faire l'ENSEM, et puis ensuite faire une thèse dans le domaine des microtechniques pour y rester. Donc ça fait à peu près maintenant, 30 ans que je travaille sur le sujet, si je considère que depuis la seconde, je fais des microtechniques. Et donc ça m'a amené à développer avec d'autres collègues une équipe qui s'appelle aujourd'hui Micro, raccourci, qui s'appelle Microtechnique Intelligente. Et une de mes activités est de travailler dans le domaine de l'horlogerie. Donc voici mes collègues, sans eux je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, aujourd'hui donc, je dirige cette équipe. Donc on est 8 permanents, on a 4 autres permanents sur une plateforme dont je vous présenterai juste après ce qui est faisable. Et puis j'ai d'autres acteurs dans cette vie qui permettent de développer des activités, les doctorants et les post-doctorants, les étudiants. J'ai une étudiante qui doit être par là, Emma, là. On présentera ce qu'elle a fait cette année, notamment en option de 3e année à l'école, où c'est également des gens avec lesquels nous pouvons développer des choses très intéressantes.
Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis responsable. On m'a demandé il y a une dizaine d'années d'essayer d'imaginer une plateforme technologique de très haut niveau autour des microtechniques permettant d'avoir des équipements d'excellence et qui permettent de développer des activités pour fabriquer, miniaturiser des objets, les procédés du futur. Ce que l'on a fait, on a déposé un projet qui a été retenu et nous avons réussi à lever sur les 10 dernières années à peu près 8 millions d'euros permettant d'acquérir un certain nombre d'équipements très high-tech et on verra ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc l'autre objectif, c'est quoi? On a des collègues qui sont très bons dans ce domaine-là, c'est-à-dire faire de la technologie dite salle blanche. On va utiliser la technologie de la microélectronique pour fabriquer des objets, les objets que vous avez dans votre téléphone portable. Et nous, on va essayer de les relier avec ce qu'on sait faire en micromécanique, aller relier ces deux échelles qui sont aujourd'hui encore un verrou technologique, arriver à lier ces techniques avec cette technique-là. Et donc notre équipe de recherche essaye justement de répondre au niveau international à ces demandes-là. Ça passe par de la miniaturisation de procédés, à l'émergence de nouveaux procédés, mais également la question c'est quand on fabrique des pièces de plus en plus précises et de plus en plus petites, comment on arrive à les mesurer et à les contrôler. Alors voici des exemples qui sont faits avec mes étudiants de 3e année, donc j'ai la responsabilité d'une option qui s'appelle ingénieur en micromécanique, et voici des objets. Donc ici, à partir d'une simple page, on a demandé aux élèves d'imaginer, de fabriquer des objets ou des systèmes. Alors il y a des systèmes que je ne peux pas vous montrer parce qu'on travaille avec les industriels sur ce sujet-là. Mais ici, par exemple, en 2008, j'avais essayé de faire le plus petit ballon de foot usiné et fabriqué. Donc ici, il fait 32 pièces, il fait 8 mm. Et cette année, le groupe d'EMA, qui est ici, l'a miniaturisé pour qu'il fasse 4 mm. Donc il faut être capable de le fabriquer, il faut être capable surtout de l'assembler. Merci Emma, ça m'a permis de travailler pendant toutes les vacances de Noël. Ici aussi on a un challenge, ici vous l'avez ici, je vous ai ramené la version initiale. On pourra faire passer les objets si vous le souhaitez. Ici le plus petit Rubik's Cube du monde fonctionnel, donc on a imaginé, conçu avec ses élèves. Et l'année suivante on l'a fait 2 fois plus petit. Donc aujourd'hui c'est le plus petit Rubik's Cube du monde fabriqué, assemblé. Il fait diamètre ici, diamètre 4,5 mm. de diamètre, et il est fonctionnel. Il est par contre difficilement manipulable avec nos gros doigts. On verra cet objet tout à l'heure, je en reparlerai. On a inventé aussi on a échangé avec Lego, on a inventé des Lego microtechniques, des petits Lego, sur une technologie qu'on verra qui va être très importante aujourd'hui dans le domaine de l'horlogerie. Et puis ça, c'est le travail de résultat du groupe de travail que Emma a animé, avec 5 élèves. Ils ont réussi à concevoir un mouvement mécanique dont les ballons de foot donnent l'heure et les minutes. Donc tout ça, c'est le résultat d'élèves jusqu'au terrain de foot qui permet d'animer cette montre. Alors l'horlogerie. Un peu d'histoire, notamment un peu d'histoire française sur l'horlogerie. Et on va voir que cette histoire, elle est liée dès le Moyen-Âge à des intérêts politiques et religieux. Pourquoi? L'Église voulait maîtriser le temps des chrétiens, donc elle rythmait le temps, notamment par l'utilisation d'horloges et de clochers. Les rois, eux, l'utilisaient pour montrer qu'ils avaient une certaine puissance, à contrôler le temps, le passage du soleil, et ils ont donc toujours voulu maîtriser ce temps et être le maître du temps. Vers 1500, on voit apparaître les premières montres portatives, des montres de poche, globalement, et Besançon deviendra le berceau, à l'époque, de l'horlogerie européenne jusqu'en 1685. 1685 est une date qui fait encore beaucoup effet de nos jours. Pourquoi? C'est la révocation de l'édit de Nantes. Donc on a une fuite des protestants, et les protestants vont rejoindre typiquement les bords de la France, et notamment les frontières des pays voisins. Ces pays voisins donc, vont accueillir des talents en horlogerie, et on voit ici disparaître un certain nombre de compétences jusqu'en 1700, 15 ans plus tard, qui va redevenir incontournable, et Paris va redevenir incontournable. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, les formations microtechniques, si vous regardez bien cette carte de flux migratoire, et que vous regardez aujourd'hui la cartographie de formation de microtechnique, on s'aperçoit que tous les lycées et les établissements du secondaire ou du supérieur liés aux microtechniques sont liés aux régions où il y a eu ces flux migratoires liés à l'horlogerie.
Et donc, on s'aperçoit qu'on retrouve, et notamment, donc je dis souvent ça à mes collègues, même si on a une école d'ingé en microtechnique, on a un pôle de compétitivité des microtechniques, la région où il y a plus de formation en microtechnique de France, c'est la région parisienne. Vous pouvez voir ici un certain nombre de lycées. Pourquoi? Eh bien, vous avez certains établissements, notamment le lycée Diderot, qui forme encore aux formations de l'horlogerie. Vous avez encore un endroit ici qui s'appelle Fougères, ici, qui forme également à Bordeaux, à Marseille. Vous trouvez des formations en horlogerie. Mais celle qui est la plus connue, notamment par nos frontaliers helvétiques, c'est Morteau, qui est juste en face de la frontière et qui forme l'élite des horlogers des manufactures suisses. Mais ces microtechniciens, en fait, c'était les entreprises qui fabriquaient les composants pour les horlogers locaux. L'histoire de notre école, donc de l'école dans laquelle j'interviens, cette école avait pour but, c'était un laboratoire de chronométrie développé par un monsieur qui s'appelle Jules Andrade, qui est un ancien polytechnicien, qu'on a balancé à Besançon en lui disant « Tu dois monter ici une école pour arriver à former les cadres de l'industrie horlogère », ce qui a été fait en 1902. Et au fur et à mesure de l'horlogerie, on a vu apparaître des gens comme Jules Hague, ici M. Ménage, un des pionniers de l'horlogerie électronique et du quartz, qui était un ennemi intime de son successeur, M. Ménage, qui est M. Chaléa, qui était un intime convaincu de l'horlogerie mécanique et de la théorie de l'horlogerie mécanique. Et puis, arrivé à Besançon, un petit malheur dans les années 70, ici, ce qu'on a appelé la révolution du quartz, qui a écrasé l'industrie mécanique horlogère et qui a fait disparaître pendant un certain nombre d'années un très grand nombre de compétences. Et aujourd'hui, on a perdu énormément de compétences, pendant que, du côté helvétique, on conservait ses savoir-faire dans les greniers. Donc, il a fallu qu'on se relève, et donc l'école, en 1980, a changé de nom, et c'est là qu'apparut le mot microtechnique. Et aujourd'hui, nous formons moins d'ingénieurs du domaine horloger, nous formons des microtechniciens qui s'insèrent dans tous les domaines, mais nous avons encore des élèves, notamment dans l'option que je dirige, qui vont dans le domaine horloger. On verra, hélas pour nous, qui vont globalement plutôt de l'autre côté de la frontière. Alors, l'horlogerie mécanique. Comment marche une montre mécanique? Alors, je vais essayer de vous présenter assez rapidement l'horlogerie mécanique et quelques définitions. C'est un domaine, il y a énormément de métiers, il y en a plus de 250, et il y a des termes, des terminologies qui sont propres à l'horlogerie. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'en faire le tour. Normalement, voici des définitions pratiques pour la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un mouvement de montre? C'est le mécanisme permettant de décomposer le temps en unités. Secondes, minutes, heures. On va rajouter un terme qu'on appelle complication. C'est toute fonction qu'on rajoute dans la montre, en dehors, ici, supplémentaire à la décomposition des unités de temps. Je vous donne un exemple ici. Donc un exemple, j'avais réalisé ça pour un horloger suisse à sa demande. On avait conçu un mouvement, ici ce qu'on appelle une montre à répétition minute. C'est une montre qui, à la demande, va sonner les quarts, les minutes et les heures. Alors pourquoi faire des montres qui sonnent? Il faut se rappeler que ces montres étaient développées initialement par des paysans qui s'occupaient l'hiver à fabriquer des montres lorsqu'ils ne pouvaient pas cultiver la terre. Et donc, la problématique, c'est, une fois de plus, on gérait avec le soleil. Or, le matin, quand ils se lèvent de bonne heure, il n'y avait pas de soleil, donc on ne pouvait pas voir les heures. Donc, on a inventé des montres à sonnerie qui, à la demande, pouvaient vous donner l'heure sans regarder les aiguilles. Donc ici, cette montre, on l'a conçue, réalisée. Ici, vous voyez le mouvement mécanique de base qui a donné l'heure. Et derrière, vous avez le mécanisme qui est constitué ici de 102 pièces qui va permettre à la demande, d'aller palper, compter ses heures, ses quarts d'heure et ses minutes. Voici un certain nombre de montres compliquées. Je vais citer la montre française Émile Péquinier, qui fait un calibre qui s'appelle le calibre royal, qui permet ici, donc vous pouvez acheter, si vous avez quand même assez de moyens, à peu près 5 000 €, ici, et qui donne ici ce qu'on appelle une grande date, la jour. Donc grande date, ça donne les jours et le nom du jour plus le jour. La réserve de marche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste comme capacité à la montre avant de devoir la remonter. Et puis d'autres montres qui viennent
globalement d'autres manufactures. Ici, on reparlera de cette Tag Heuer Monaco V4 inventée par un groupe de Français et son patron qui s'appelle Guy Sémon, qui a été le patron de Tag Heuer et qui vient de Belfort, pas loin de chez nous, avec une montre dite à tourbillon, un mécanisme qui permet d'éviter l'effet de la gravité sur la mesure du temps. On n'en parlera pas plus, mais surtout à remplacer des engrenages par des courroies qui sont extrêmement petites, mais on en reparlera tout à l'heure. Puis vous voyez tout un tas de grandes complications. Donc ça, c'est des montres, souvent les gens me posent la question, mais ça coûte combien des montres comme ça? Il y a des acheteurs. Oui, il y a des acheteurs, il n'y a pas de problématique. Là, on tourne sur une montre à peu près à 50 000 €. Ici, on tourne plutôt sur une montre autour de 1 million d'euros. Et puis ici, vous voyez des montres un peu particulières. À citer un Français qui est en Suisse, qui s'appelle Richard Mille, qui a fait ses études à Besançon. Richard Mille qui ne fait que des montres qui démarrent à partir de 250 000 €. Et celle-là, c'est la dernière en date qui a fait grande fureur. C'est une montre qui fait 1,5 mm d'épaisseur, qui est totalement mécanique. Donc avec Ferrari, pour Ferrari, c'est un grand amateur de sport automobile. Là, il faudra débourser une petite somme de 4 millions d'euros. Alors revenons à cette montre qui est dans le musée. Voici une montre compliquée. C'est une montre donc de poche, montre compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle a une répétition à 10 minutes, donc elle peut répéter toutes les 10 minutes, et à minute, donc à la demande. Donc c'est une montre à sonnerie inventée par ce fameux monsieur Louis-Abraham Breguet, qui est un génial inventeur de beaucoup de choses, notamment du fameux tourbillon. L'équation du temps, vous savez peut-être qu'en fait le temps vrai décale en fonction des dates, en fonction du jour, et donc c'est un mécanisme qui vous permet de donner l'heure vraie en fonction du jour, et qui dépend de cette cam que vous voyez ici, qui est de cam d'équation du temps. Un quantième perpétuel de jours et de semaines et de mois, capable de prendre en compte les changements de date et de mois et des années bissextiles. Et puis les phases de lune, qui étaient très demandées, notamment pour savoir si on est en pleine lune, en quart de lune, en lune rousse, etc. Cette montre-là a été développée, alors moi j'ai retrouvé à peu près la date, ici, a été développée au courant de 1804, cette montre, et donc vous voyez, il y a 200 ans, ce qu'on était déjà capable de faire. Alors comment marche une montre mécanique? On va essayer d'aller assez vite. Voici le mécanisme de base. Donc on va parler de certains termes. Alors, des termes, je vais essayer d'introduire. Peut-être que je vais donner des termes parce que j'ai tellement l'habitude d'être dedans que ça ne va pas vous parler. Donc n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. Donc ici, voici un mouvement de base. La pièce ronde que vous voyez ici, on appelle ça une platine. Ce qui surmonte la platine ici, on voit ici ce qu'on appelle des ponts. Et entre ces ponts et ces platines, on va avoir des objets qui vont tourner, qui vont se déplacer. On appelle ici des mobiles, des roues, ici surmontés d'un axe avec des pignons, et on va avoir un mécanisme dont on va vouloir faire quoi. Donc on va voir le mécanisme de base, il est ici, et je vais essayer de vous détailler chaque phase, parce que ça aura une importance par la suite. Donc ici, le barillet, pour ceux qui ont déjà remonté une montre mécanique ou une pendule, vous allez ici, dans ce tambour de barillet, vous allez avoir un ressort, ici un peu particulier. Il y a plus beaucoup d'entreprises qui sont capables de fabriquer ce ressort de barillet. En France, j'en connais pas beaucoup, peut-être une et pas à grande échelle. On va le mettre dedans et on va le faire tourner, et il va s'enrouler autour de l'axe qui est ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va vouloir se libérer et donc faire tourner cette roue. Sauf que, donc on va emmagasiner l'énergie, c'est ce ressort qui va donner l'énergie, la quantité d'énergie nécessaire à animer le mécanisme. Une fois qu'on a ça, il va falloir transmettre cette énergie dans la montre, et notamment arriver à décomposer cette énergie pour faire tourner les roues à certaines vitesses qui vont correspondre aux vitesses des heures, des minutes et des secondes. Donc on va avoir un train de transmission ici. Ici, vous pouvez voir un mobile de centre. Ce mobile est au centre du mouvement. Le mobile de moyenne et le mobile de seconde qui, ici, donc, va permettre de quantifier, décomposer le temps. Par contre, si vous mettez simplement un ressort qui se déroule avec des roues, le ressort il se déroule librement jusqu'à s'arrêter, parce qu'on ne l'aura pas en fait contenu, on n'aura pas ici distribué, régulé la quantité d'énergie que l'on va libérer. Donc pour faire ça, on va faire quoi? On va utiliser deux organes séparés, deux organes extrêmement majeurs dans la montre mécanique aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle l'échappement, et ici on verra après le régulateur balancier spirale.
Cet échappement ici a vocation à faire quoi? Ici, vous voyez une encre qu'on appelle encre suisse, alors qu'elle a été inventée en France, mais c'est encre suisse. Ici, c'est ce que vous trouvez à 98% dans les montres mécaniques. Ici, vous avez une encre avec une roue qui a une forme un peu particulière, et en fonction de l'énergie qui va être libérée et puis de ce qui va se passer derrière, elle va ici alterner et libérer ici. Elle va tourner plus ou moins, s'arrêter et libérer dessus. Elle va tourner dans le même sens, et ce qui va nous permettre, théoriquement, de compter le temps qui est là. Pour compter ce temps, il va falloir lui mettre quelque chose en face qui est capable de réguler justement la vitesse à laquelle on libère cette énergie. C'est le rôle de cet organe qui est ici, qu'on appelle un assemblage, ici ce qu'on appelle l'organe de régulation, qui est un système balancier spiral. C'est un ressort enroulé qui est attaché ici à une masse oscillante, et cette masse oscillante va alterner et va permettre justement, par un intermédiaire ici du dard de votre encre, eh bien, de basculer l'encre d'un côté ou de l'autre, et donc de pouvoir faire tourner à la fréquence qui va dépendre ici du système qui est ici. Alors on va voir que ça, c'est un réel problème aujourd'hui si on voulait refaire de la montre en France. Et donc je vais vous montrer comment, à partir de tout ça, eh bien, les gens qui ont imaginé plein de choses, et notamment comment rajouter de nouvelles fonctions et de nouvelles innovations dans le domaine horloger. Alors la problématique actuelle, voici la demande que l'on a. Pour vous donner un ordre de grandeur, alors je vais aussi répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce que je travaille uniquement dans l'horlogerie? Non, c'est une partie de mon activité, donc qui est très demandeuse. Mais voici la problématique aujourd'hui de ce que je vois apparaître des acteurs qui viennent me voir. Aujourd'hui, on a des acteurs qui viennent même au-delà de l'Europe nous voir pour poser des questions. La problématique aujourd'hui, c'est l'apparition de nouveaux matériaux, de plus en plus durs, on verra pourquoi. Et surtout, il y a cette problématique-là, de plus en plus éco-responsable. Pendant très longtemps, l'horlogerie a fait fi de la notion d'éco-responsabilité, et c'est un réel problème. On usinait toujours les mêmes matériaux, et ces matériaux-là, eh bien, ils avaient du nickel, ils avaient du plomb, ils avaient du chrome. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. En bijouterie, joaillerie, maroquinerie, il y a longtemps qu'on a enlevé ces matériaux parce que c'est des matériaux portés, et pendant très longtemps, l'horlogerie s'est dit oh, c'est confiné dans une boîte, pas besoin de s'en occuper, sauf qu'aujourd'hui, il y a des normes environnementales, les normes REACH par exemple, qui imposent à changer ce point de vue-là. Problématique, c'est qu'on va voir que ce secteur est très ancré sur son histoire, très difficile par moment de les faire changer de vision, et en même temps, c'est assez schizophrène, ils sont très innovants, on va le voir après. Donc des nouveaux matériaux, mais il y a également des nouveaux procédés. Quand on a des nouveaux matériaux, des nouveaux composants, il faut imaginer de nouveaux procédés permettant de fabriquer les composants qu'on imagine, et ils deviennent de plus en plus complexes. Et puis comme vous l'avez vu, il y a 200 ans c'était déjà le cas, on va essayer d'intégrer un maximum de fonctions, voire des nouvelles fonctions, les miniaturiser, les fiabiliser, voire même aujourd'hui, on essaye de coupler des objets du quotidien comme l'Apple Watch avec des montres mécaniques. Donc comment intégrer tout ça l'un dans l'autre? J'ai oublié de dire tout à l'heure, je pose souvent la question en introduction de conférences, que beaucoup de gens me parlent d'horlogerie. Est-ce que vous savez qui est le plus gros vendeur de montres aujourd'hui? Apple. C'est Apple qui vend le plus de montres aujourd'hui, très loin devant beaucoup de monde. Donc l'horlogerie, aujourd'hui, ce n'est pas que la montre mécanique, c'est un monde confiné, il y a d'autres applications, mais aujourd'hui, la montre mécanique se porte plus ou moins bien. En tout cas, on va voir sur les applications. Et puis, il y a une autre demande, c'est que c'est aussi très schizophrène. Il y a des salons qui existent tous les ans à la même période de l'année, et l'objectif pour chaque marque, c'est de sortir des nouveaux produits l'année suivante. Donc, les délais de fabrication, les délais de développement sont de plus en plus courts, et il faut trouver les moyens pour diminuer ce temps de développement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une dualité horlogère qui existe depuis très longtemps. C'est que c'est un secteur qui est très ancré sur ses savoir-faire historiques, sur son artisanat, et en même temps, vous allez voir des manufactures qui innovent avec des technologies qui sont très innovantes. Autre chose, alors là j'ai parlé de la Suisse que je connais assez bien, les budgets de développement, d'investissement en recherche et développement chez nos amis helvétiques sont extraordinairement hauts. Je ne donnerai pas de chiffres,
mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont investis dans la recherche et le développement. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de réindustrialisation du secteur en France, c'est une vraie question. Je pourrais y répondre, mais ça paraît d'une autre conférence. Alors je vais vous parler de procédé de fabrication, parce que c'est mon métier initial. C'est, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, c'est « Monsieur Thibault, est-ce que vous êtes capable de fabriquer ça ?» Alors on est assez têtu dans notre équipe pour dire ben, « on va voir » et on essaye de le faire. Donc on va vous montrer un certain nombre de choses et je vais vous montrer comment on fabrique certains composants ou comment on pourrait fabriquer certains composants autrement. Donc je vais parler de ces fameux spiraux. Pour vous donner un ordre de grandeur, je montre ça à certains de mes étudiants. C'est la seule équation que vous verrez promis de la conférence. Voici une équation qui paraît assez bête. Cette équation-là, elle représente 2000 emplois en Suisse. Alors on me dit, mais pourquoi 2000 emplois? Parce qu'elle permet de fabriquer notamment, d'assurer le fonctionnement de cet organe qui est le spiral. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vais vous donner pas mal d'ordres de grandeur. Donc 2000 emplois, le leader mondial de fabrication de spiraux s'appelle Nivarox, appartient au groupe Swatch. Groupe Swatch qui dans les années 80 est arrivé sur un gros challenge de M. Hayek qui a racheté tout un tas d'outils industriels permettant de conserver ça, ce que nous n'avons pas fait en France à la fin des années 70. Et aujourd'hui, cette entreprise a le quasi-monopole de la fabrication de ces spiraux, ce qui pose de réels problèmes, même du côté helvétique. Donc Nivarox, on verra en fait que c'est le nom de l'alliage, mais c'est un jeu de mots sur l'alliage initial. On verra pourquoi. Pour vous donner un ordre de grandeur aussi, début des années 70, entreprise qui s'appelait Spiro Français, qui était à Besançon, était le leader mondial de la fabrication des spiraux. Fabriquait 1 million de spiraux par an. Aujourd'hui, je vous l'ai marqué ici, on fabrique 0 spiraux en France. 0 spirale, puisqu'il n'y en a qu'un. Alors, voici des choses, et puis je vais aussi rétablir quelques contre-vérités historiques. Monsieur Charles-Édouard Guillaume, qui est un Suisse, a développé l'alliage qui permet aujourd'hui de faire toutes les montres mécaniques, enfin il y en a d'autres. Or, ce monsieur-là a inventé cet alliage pas très loin d'ici, à Sèvres. Il travaillait pour, ici, le bureau des poids et mesures, et il travaillait sur des outils qui permettaient de mesurer, et il fallait des alliages qui, notamment, étaient invariants à la température. Les propriétés étaient invariants à la température. Pour information, on se souvient très souvent de la personne qui a eu le prix Nobel de physique en 1921, un petit moustachu. On ne se rappelle pas que son prédécesseur, c'était Charles-Édouard Guillaume, qui a développé l'Invar avec une entreprise française qui s'appelait Infi, et qui a par la suite développé ce qu'on appelle l'élinvar, et l'Invar qui est le constituant des spiraux. Et en fait, l'élinvar, c'est un jeu de mots que vous retrouvez dans Nivarox. Vous retrouvez Nivarox, vous trouvez le mot Invar. Alors pourquoi cet alliage? Parce que ce qu'on veut, regardez bien comment cet appareil inventé il y a plus de 200 ans est une géniale invention. Ce spiral ici, il va être attaché à ce balancier, donc on ne peut pas différencier le balancier du spiral, et il va tourner, il va osciller ici à une fréquence donnée. La fréquence, elle va être dépendante, c'est ce que je vous ai marqué ici, du matériau constitutif de ce spiral, des propriétés de la section de ce spiral, ce qu'on appelle ici le moment d'inertie. Alors pour faire simple, si je prends un ressort avec une masse, c'est l'équivalent de sa masse, mais ici en rotation, ici, et il va être accroché à un axe, il va être accroché de l'autre côté à ce qu'on appelle le coq, ici, qui est une partie fixe de la pièce, et ça va osciller. Et votre spirale, il va, ici, se fermer et s'ouvrir. La fréquence qui est là va dépendre des paramètres qui est ici, et de la longueur, ici, déroulée jusqu'au point ici, jusqu'au piton qu'on trouve ici, et qui va permettre de régler la fréquence de cet oscillateur. Tout l'objet qui est ici, c'est d'avoir un objet ici, donc pour information, ça fait 6 mm de diamètre, hein, ça, en gros. On va être obligé ici de développer ces outils, de les assembler, et vous voyez sur cette partie-là, le spiral quasi monopole, la pièce que vous voyez en rouge avec ici une lyre, c'est ce qu'on appelle un amortisseur pour éviter les chocs, on appelle ça aussi un anti-choc. 2 entreprises aujourd'hui sont leaders, Incabloc et KIF, 2 entreprises suisses.
Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer ça en France, on a du mal à fabriquer ça, on pourrait fabriquer le reste, mais les deux composants critiques, ils sont ici. Pour vous donner un ordre de grandeur ici, pour moi, c'est la pièce que j'ai vu beaucoup de process de fabrication, c'est la pièce la plus compliquée à fabriquer que j'ai vue. Pourquoi? L'épaisseur ici, c'est la moitié d'un cheveu. La longueur, c'est à peu près, ça déroulé, fait entre 7 et 10 cm déroulé. Et ce que l'on veut, on vous dit que si on a une variation d'épaisseur sur ces 10 cm de 1 micromètre, la dérive sur le mécanisme est de plusieurs dizaines de secondes par jour. Une montre mécanique aujourd'hui les mieux réglées, Patek Philippe, Audemars Piguet, des choses comme ça, sur des montres très élaborées, on est sur des variations entre plus ou moins 2 secondes par jour, en termes de dérive. Pour vous donner d'autres de grandeur, dans le laboratoire dans Femto, on a des gens qui continuent à faire des horloges dites atomiques. Donc des horloges atomiques, aujourd'hui on travaille sur des fréquences optiques. La dérive de ça, on considère que l'univers est né il y a 13 milliards d'années. Aujourd'hui, les horloges fabriquées par mes collègues dérivent de 1 seconde sur 13 milliards d'années. La montre mécanique, 2 secondes par jour. Enfin, 4 secondes par jour. Pour vous dire que c'est compliqué à fabriquer, j'ai pris un exemple que je connais bien, Disneyland, le CNAM, où nous sommes ici. C'est comme si vous essayiez d'avoir une route virtuelle toute plane entre Disneyland et le CNAM, donc il y a 54 km, et que vous essayez ici que la variation de hauteur de la route soit de moins de 20 cm. C'est quelque chose extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on trouve assez peu de fabricants. Et pourtant, on s'y est attelé. Début des années 2000, on vient rechercher un de mes collègues, qui est hélas décédé maintenant, pour refabriquer une ligne de fabrication de Spiro. On avait perdu ce savoir-faire ici. Vous voyez, le process est très compliqué. On part d'un lopin de matière particulier, l'invar. On va en faire des fils. On va les laminer, on va les mettre à épaisseur. On va les mettre à longueur. On va les estrapader, on va les enrouler. On va fixer leur forme. On va les appairer avec des balanciers. On va les viroler, c'est-à-dire les attacher sur l'axe du balancier. On va les équilibrer et on va créer ce qu'on appelle des courbes terminales pour des questions de chronométrie. Tout ça, ce savoir-faire-là, on était les leaders mondiaux il y a 40 ans, 50 même. Aujourd'hui, il y a peu de monde qui sait faire ça en France. Et puis on est revenu me voir pour continuer cette chose-là, ce que l'on a fait dans le cadre d'un projet qui a été financé par la BPI, refabriquer des Spiro sur des matériaux innovants qui ne sont pas des invars, des nouveaux matériaux, des alliages dits à mémoire de forme, en titanium, fabriqués, développés par des collègues de l'ENSAM de Metz. À partir de ces alliages-là, on a refabriqué des Spiro. En reprenant le laminoir, on a redéveloppé ce laminoir qui est reparti, et hélas pour moi, il repart en Chine dans pas très longtemps. Par contre, il y a d'autres approches. Et l'approche, pour faire des Spiro, ce monsieur a eu l'idée de se dire je vais faire les Spiro autrement que ce que fait Nivarox. Donc Guy Sémon est un ingénieur qui a été le patron de TAG Heuer pendant 5 ans. Pendant 10 ans, il a développé un institut qui s'appelle le TAG Heuer Institute, donc financé par le groupe LVMH dessus. Beaucoup de moyens ont été mis, et il a été chercher des talents un peu partout dans le monde pour aller refabriquer des Spiro, mais différemment. Et là, vous voyez des Spiro à base de nanotubes de carbone, à base de forêts de nanotubes de carbone, obtenus par des techniques dites en dépôt de phase vapeur. On va faire croître ici, dans une technologie qui a été développée, refabriquer ici des Spiro autrement. Et aujourd'hui, c'est fabriqué en série pour TAG Heuer. Autre avantage, on va voir que les technologies de la microélectronique, notamment les brevets sur le silicium, viennent de tomber dans le domaine public. Et là, aujourd'hui, c'est l'escalade à l'utilisation maintenant de ces technologies. Alors, je vous ai présenté le balancier, le spiral, comment on fait l'axe de ce balancier. Alors ça, c'est une autre approche que l'on a eue. C'est d'utiliser ici, de redévelopper des technologies ancestrales, qu'on appelle les technologies de décolletage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le décolletage,
Peut-être que vous connaissez le principe du tournage. Le tournage, c'est je fais tourner une barre et j'ai des outils qui vont se déplacer sur la barre pour fabriquer les pièces. Là, c'est la barre qui tourne et qui se déplace le long des outils. Et on va essayer de fabriquer des objets. On va voir qu'on peut faire tout un tas d'opérations et on peut faire des pièces de toutes petites dimensions et avec des formes extrêmement complexes. Je vais vous passer des objets pour rendre des grandeurs. Donc ici, vous avez dans cette pièce-là une pièce qui est obtenue par décolletage. Mais ce n'est pas la grosse pièce qui est là. Vous essayerez de retrouver la pièce à l'échelle 1 qui se trouve dans la boîte. Donc la question, donc ici c'est le bout de mon doigt. Ici on veut essayer de faire cet axe. Voilà, donc c'est une pièce qui est ici dedans. Et on a, à force de discuter avec les horlogers et les manufactures, ils ont une approche qui est je vais fabriquer cet objet avec une décolleteuse. Ensuite, pour donner la rigidité de la pièce, la propriété, je vais l'envoyer à un traitement thermique pour lui donner des propriétés. Et les horlogers ont une tendance à rajouter une opération supplémentaire qui s'appelle le roulage, où on va ici écrouir, on va former une couche sur la pièce, on va rendre extrêmement dure pour que la pièce puisse ici tourner assez facilement. Quand vous regardez cette pièce qui est là, ben nous l'approche a été différente. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça directement dans l'état final de la pièce et sortir la pièce directement? Ce qu'on a fait, en étant accompagné par l'Europe, on a été chercher 5 entreprises qui ne savaient plus décolleter ce type de composants, et on leur a appris, eh bien, au lieu d'enchaîner ces 5 opérations, à ne faire plus que 2 opérations, où on va réaliser la pièce et l'engrenage qui est ici, et je vais vous montrer l'opération réelle qui est réalisée. Donc ici, vous voyez une opération de décolletage, le décolletage de cet axe. Alors on l'a fait dans un autre matériau pour pas utiliser de lubrification pour vous faire voir la pièce. Vous voyez ici, la barre ici se déplace et tourne, et l'outil ne se déplace que dans un plan, qui permet de faire toutes ces pièces. Pour vous donner des ordres de grandeur de ce procédé de fabrication, on l'utilise notamment pour faire les implants dentaires. Voilà, des implants dentaires, les serrures sont faites par tout un tas de pièces, sont faites ici, les valves de vélo sont faites par décolletage. Ici, vous avez des opérations, puis là-bas, vous voyez une caméra rapide, on peut monter une caméra qui peut monter jusqu'à 1 million d'images par seconde. Eh bien, on va pouvoir voir l'opération de taillage et comprendre ce qui se passe à cette opération pour adapter justement les stratégies et choisir des nouveaux matériaux pour usiner ces pièces-là. Donc là, vous voyez un certain nombre d'opérations qui sont réalisées ici, et vous voyez dans la petite boîte ce que l'on est capable de faire aujourd'hui en termes de pièces. Donc on a réintroduit ces savoir-faire qui n'existaient plus par une approche innovante pour l'amener vers des industriels. Alors l'avenir, certains diront que le seul avenir c'est celui-là, je ne suis pas d'accord, mais ça ce n'est que mon point de vue. Je vais vous faire passer également, voici une pièce qui a fait grand bruit il y a 8 ans, donc développée également par l'équipe de Guy. La pièce que vous allez voir là, donc qui est obtenue par technologie salle blanche, en silicium, en croissance ici de silicium, consiste à remplacer, vous vous rappelez, du mécanisme de montre, échappement, balancier, spirale dessus, donc plusieurs pièces à assembler, à régler. Eh bien, l'idée géniale ici a été développée avec l'aide d'un ingénieur qu'il a recruté qui s'appelle Thomas, pour qui j'ai une pensée, car il est décédé il n'y a pas très longtemps dans de tristes circonstances, a développé ici cet objet qui va passer dans vos mains. Donc on appelle ici l'oscillateur monolithique de chez Zenith, qu'on trouve dans la montre défilable, une seule pièce qui remplace 32 pièces. Et donc cette pièce-là utilise ce qu'on appelle des technologies flexibles, ou des mécanismes compliants pour ceux qui connaissent cette technologie-là. Et l'horlogerie aujourd'hui est en forte expansion à l'utilisation, on voit énormément de brevets sur l'utilisation de technologies avec des mécanismes compliants. On va utiliser la déformabilité de la géométrie de la pièce et du matériau pour réaliser ici des oscillateurs qui peuvent aller à plusieurs dizaines, voire centaines de hertz, c'était l'objectif de Guy, pour faire des montres. Plus on va monter haut en fréquence sur les oscillateurs, plus on va pouvoir faire des montres qui sont précises, faire des chronographes, des chronomètres. Donc pareil, c'est la même technologie qui est utilisée pour faire les spiraux à quelques choses près. Donc vous retrouvez ça dans la montre défilable de Zenith, qui appartient au groupe LVMH également.
4 ans plus tard, vous avez vu une entreprise qui s'appelle Frédéric Constant. D'ailleurs, ça ressemble étrangement à ce qui se passe ici, en plus petit. En fait, derrière, il y a des acteurs qui travaillaient pour les deux. Donc nous, on s'est aussi posé notre question. Une autre invention de Guy Sémon a été de développer donc des courroies. Et nous, on s'est dit, ils ont fait des courroies, mais des courroies qui sont d'ailleurs fabriquées à Besançon. Ces courroies qui sont là, est-ce qu'on ne peut pas les faire en technologie monolithique? Donc de les faire en une seule pièce, déformable, à base de silicium. Pour ça, il faut un certain nombre d'outils. Donc il faut la technologie pour les fabriquer, mais il faut aussi être capable de les développer. Et c'est là que les outils d'ingénierie et de recherche vont être importants, notamment les outils de simulation numérique. Donc on va faire quoi? On va essayer de faire une courroie, donc monolithique en une seule pièce, qui va avoir un comportement, mais qui permet d'être fabriqué à l'échelle qui nous intéresse. Donc pour ça, il faut définir la géométrie de la courroie, il faut choisir les matériaux potentiels qui vont être capables de faire ça. Aujourd'hui, la courroie en caoutchouc, derrière une glace de montre, quand vous la mettez en vitrine, elle se met à fluer, donc elle se met à déformer. Puis le premier utilisateur ne lira jamais l'heure, puisque la courroie est complètement déformée. Le comportement mécanique de cette structure, est-ce qu'elle est capable de bien transmettre le mouvement? Et puis les contraintes environnementales, l'humidité, la chaleur, puisque les montres aujourd'hui doivent être capables d'aller à moins 20 degrés Celsius, plus 50 degrés en termes de fonctionnement. Et puis à ça, il va falloir être capable est-ce qu'on est capable de les fabriquer? Est-ce qu'on est capable de les assembler? Est-ce qu'on est capable de les introduire dans cette montre? Donc on a développé des approches, je ne vais pas détailler cette partie qui est ici, où on va développer des outils de simulation dédiés qui vont permettre de dimensionner les courroies. Aujourd'hui, cet outil, on veut tel rapport de réduction en entrée-sortie, telle puissance en sortie. On va générer la géométrie de manière automatique. On va aujourd'hui jusqu'à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour aller trouver les meilleures géométries permettant de faire ce qu'on a besoin, jusqu'à aller au prototypage. Donc voici des résultats automatisés de simulation numérique jusqu'à l'optimisation de forme et ici le fonctionnement, s'il veut bien, de votre courant. Donc nous, on maîtrise la chaîne de la conception jusqu'au prototypage et voici le résultat. Ici, voici cette chaîne. Ici, vous avez le diamètre, vous avez un cheveu. Ici, voici les courroies que l'on a fabriquées qui ont des formes un peu particulières. Depuis, elles ont été bien améliorées et fonctionnent encore mieux. On fait la poulie qui va avec et on va la mettre dans un mécanisme multimodalité motorisé ici par un moteur Lavet, le moteur que vous trouvez dans vos pendules que vous avez qui fonctionnent à pile. Et bien sûr, il faut un des grands défis, c'est que les technologies dites de silicium ont des difficultés à s'assembler avec les technologies usuelles de la mécanique horlogère. Donc il faut trouver des nouvelles approches pour arriver à coupler ceci. C'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui assez profondément dans notre équipe. Alors le silicium, est-ce que c'est vraiment l'avenir? Oui et non. Ce n'est pas le seul axe. Et on a une pépite en France qui est à Besançon, qui s'appelle Silmac. Alors il s'avère que dans l'équipe à laquelle j'appartiens, on a 3 des cofondateurs de Silmac, donc on connaît bien la technologie, on travaille beaucoup avec eux. Mais ici, vous avez l'objet qui a ici obtenu au CES de Las Vegas, donc c'est les nouvelles technologies chaque année, a eu le prix de meilleure innovation du salon pour l'invention de ce moteur ici, un micromoteur à technologie silicium qui va remplacer le vieux moteur lavé des pendules. On pensait qu'on ne pouvait pas faire mieux, on peut faire mieux. L'avantage, c'est que ce moteur miniaturisé, ici en technologie salle blanche, permet de faire ce qu'on appelle du direct drive, mettre des aiguilles directement sur le moteur, et le piloter, c'est-à-dire que les aiguilles peuvent aller dans un sens ou dans un autre. C'est le cas de la montre. Vous pourrez aller voir sur le site thetimechanger.com. Voilà, vous pouvez acquérir cette montre-là qui a fait fureur ces dernières années. Et c'est une des applications, c'est d'hybrider ces technologies-là avec les technologies de la mécanique horlogère standard.
Une autre demande qui est sous-jacente, mais c'est vrai dans toute l'industrie, vous entendez peut-être beaucoup à la télévision le mot intelligence artificielle. Nous, chercheurs, on l'entend beaucoup, peut-être trop même des fois, sur le sujet, et on essaye dans l'équipe de développer ce qu'on appelle des procédés intelligents. Alors qu'est-ce que c'est qu'un procédé intelligent? Alors voici des procédés qui ne le sont pas. Procédé intelligent, c'est, alors plus ou moins, on va fabriquer comme les gens ont l'habitude, donc de l'usinage de platines. Ici, on va chercher à comprendre ce qui se passe à des échelles tout petites. Vous voyez ici l'apparition d'un copeau, des caméras rapides pour voir comment ça se passe à l'interface entre l'outil. Ici, une opération qui est propre à l'horlogerie qu'on appelle le diamantage. Donc ça, c'est des technologies qui existent et qui permettent d'être réalisées parce qu'on a des moyens et des équipements qui sont très performants. Mais aujourd'hui, on a plein d'applications, notamment cette application ici de l'usinage. Ici, vous avez un outillage. Au lieu de fabriquer, décolleter des pignons, on va les forger, les frapper. Donc ici, ça fait 2,6 mm de diamètre. Et on va les forger. Donc on simule ça, on développe cette technologie-là. Il faut développer des procédés. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande des procédés zéro défaut. Pour un fabricant, faire du zéro défaut, ça s'approche, mais on n'est pas toujours capable de le faire. On a eu, il y a une dizaine d'années, un groupe horloger qui est venu pour faire des tests. Voici un mécanisme de remontage dit automatique de montres, qu'on appelle le système Pélaton, système suisse, ici, qui utilise ici des crochets qui vont permettre d'indexer ici, de remonter la montre. Problématique, la spécification, on nous demandait de faire ici un rayon de 2 microns en bout de ça. Compliqué à fabriquer, alors on sait le fabriquer chez nous, ici, mais surtout on nous demandait de les faire en céramique. Alors là, c'est encore plus dur. Donc il y a 10 ans, on n'avait pas encore les technologies d'usinage telles qu'on a aujourd'hui dessus, et on le faisait par usinage, ici, par électroérosion. Qu'est-ce que c'est que l'électroérosion? On va ici essayer de reproduire ce que fait très bien la nature, le ciel, le sol. Lorsqu'il y a un peu d'humidité ici, et puis qu'il y a une variation ici, une variation de température entre les deux, on va voir apparaître des éclairs. On va générer ces éclairs avec de l'électroérosion, donc c'est sans contact, et on va faire ça, on va faire des milliers par seconde pour enlever de la matière. C'est ce qu'on a fait. La problématique, c'est qu'on ne maîtrise pas ce procédé. On sait la pièce qui permet de fabriquer ça s'use aussi vite, voire plus vite, que la pièce qu'on usine. Donc, est-ce qu'on est capable d'anticiper l'usure? Je vais vous montrer un exemple, parce que je ne peux pas, hélas, montrer ça sur l'application réelle. Mais je vais le montrer sur d'autres choses. Donc, l'électroérosion, il existe plusieurs technologies. Ça s'appelle ici de l'enfonçage. On va enfoncer, et quand on arrive à une certaine hauteur et qu'on fait passer du courant électrique, on génère des éclairs qui vont enlever de la matière. On fait le fil à couper le beurre, le fil, qu'on passe autour et on détourne. On fait du perçage. Et puis on peut également, si on peut se déplacer dans les 3 axes, on peut faire du fraisage. Alors aujourd'hui, je vous montre un exemple, je peux le montrer parce que c'est un brevet qu'on a avec l'entreprise Safran. Donc vous voyez, je ne travaille pas qu'avec l'horlogerie. Ici, on nous demande aujourd'hui de percer des trous qui font 200 microns de diamètre, donc le diamètre d'un cheveu, sur plusieurs millimètres de profond. Ça rentre dans des aubes de turbines très particulières, et on doit déboucher dans des cavités. On ne doit pas abîmer la cavité. Donc il faut être capable de dire à la machine de s'arrêter quand on a débouché. Comment on fait ça? Eh bien, on va ici avoir tout un tas de moyens de métrologie, mais on va mettre ici, on va tout simplement mettre ce qu'on appelle de l'émission acoustique. On va écouter la pièce, et puis en écoutant la pièce, quand elle s'usine, elle est très émissive quand on l'usine, et on va essayer, dans le bruit de mesure que l'on a là, ici, de tirer des informations, des signaux. Et là, j'ai un collègue qui est très performant, il utilise des outils justement de l'intelligence artificielle pour extraire des informations et être capable de dire à la machine, tu as réussi à faire le trou correctement, ou le pire, tu n'as pas réussi, donc tu dois continuer. Et on rend le process intelligent en étant capable d'interagir directement en écoutant la pièce. Donc ça, depuis, on le fait sur d'autres moyens de fabrication, mais c'est la première application ici. Et donc c'est ce qu'on a fait pour développer ces objets-là, qui en fait sont devenus des objets académiques. L'entreprise n'a pas continué sur le sujet ici. On a fait ça sur des céramiques conductrices par électroérosion. Et vous voyez ici, c'est le résultat
le travail d'un doctorant, où on a fabriqué des objets, ça n'était jamais fait, des pièces de mouvement mécanique qui étaient ici, soit en céramique, soit ici en carbure de tungstène. Alors, la simulation numérique et l'intelligence artificielle. La simulation numérique en horlogerie. Alors, en France, il n'y a pas de simulation numérique en horlogerie. Par contre, de l'autre côté de la frontière, et dans d'autres pays, il y a énormément de manufactures qui disposent de services de calcul. Alors, c'est assez drôle, j'ai déjà raconté à Jean-Jacques Weber, qui est dans la salle, cette anecdote. Il y a une manufacture dont je ne donnerai pas le nom, qui fait uniquement du calcul horloger. Il y a 32 ingénieurs et 3 docteurs dans ce service, et sur les 32, j'en ai formé 31. Donc, il y a du calcul, mais pas en France, hélas. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Voici un exemple de chronographe. Alors, chronographe, chronomètre, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'est un chronomètre ou un chronographe. Chronographe, essayer de mesurer précisément des instants entre deux moments. C'est des pièces qui sont extrêmement compliquées et en termes de développement, c'est très complexe. Il y a besoin de beaucoup de gens qui développent les produits, la fiabilisation peut être compliquée, il y a besoin d'un rendement assez élevé, il faut être capable de déterminer ce rendement, ce dimensionnement. Quel est l'impact des procédés de fabrication? On fait des toutes petites pièces qui vont interagir, qui vont se déformer les unes avec les autres. S'il y a un défaut, quand est-ce que ça impacte sur l'affichage de mon chronographe? Et puis, pommage, tolérance et quelles sont les limites de fonctionnement de ce mécanisme? Alors, on a des approches aujourd'hui très très poussées sur ce sujet-là, où ici, par exemple, sur une des parties du chrono, on va avoir des pièces. Ici, ces pièces-là sont obtenues par découpage et pliage. Et en les découpant et les pliant, eh bien, la première, c'est des pièces qui sont flexibles. Elles peuvent avoir des défauts de forme en sortie de fabrication. Quel est l'impact sur le procédé? Pendant très longtemps, comme d'ailleurs pour ceux qui sont peut-être des gens intéressés par la simulation numérique du crash automobile, on ne prenait pas en compte les procédés de fabrication. Or, ça a un impact très important sur la réponse du véhicule. C'est la même chose dans ces mécanismes ici. Donc l'approche standard, c'était je considère que la pièce est vierge de toute chose et elle est parfaite et je vais simuler le mécanisme comme il est. Et puis une deuxième approche que on développe, on va mettre en place dans la boucle le process de fabrication et d'assemblage. Et on va regarder quel est l'impact l'un sur l'autre. Voici la simulation du procédé de pliage de cette pièce, et puis après la mise en forme qui est ici. Pour info, il y a un décalage entre prendre en compte ou pas prendre en compte de 35 millisecondes. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Sur un chrono, quand on veut commencer à faire des choses, ça peut avoir un impact. Et donc, nous, on en est ici en termes de simulation. C'est l'enchaînement, on simule ce que fait l'horloger, comment il l'assemble, il monte le mécanisme. Donc ici, c'est une partie du mécanisme de chronographe, où on va simuler la mise en position de tous les organes, le réglage, jusqu'à arriver à la fin, à appuyer, à déclencher et à déterminer l'effort de déclenchement qui est imposé par le bureau d'études et déterminer quelles sont les pièces qui ont un impact là-dessus pour pouvoir les gérer. Aujourd'hui, on en est ici, et actuellement, nos développements sont sur la prise en compte de l'impact des variations de fabrication sur ces simulations-là. Ça demande d'énormes temps de simulation et d'énormes simulations à coupler, et donc on voudrait savoir quel est l'impact d'un défaut de forme, d'un défaut de positionnement d'un axe, défaut des jeux. Donc pour ça, on doit générer des centaines de modèles qui peuvent durer plusieurs heures à calculer, et il faut être capable de les automatiser et de les traiter. C'est encore là que les outils d'apprentissage dits profonds, deep learning en anglais, ou d'intelligence artificielle commencent à apparaître. Je crois que j'arrive bientôt à mon heure dédiée, donc je vais arriver à la conclusion. Donc je vais présenter ce que je pouvais vous présenter. Ce domaine est très... Rien ne se dire en horlogerie, mais tout se sait lorsque vous sortez de l'usine pour aller au bistrot à côté. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas vous montrer. Néanmoins, je vais vous montrer quelques conclusions. Je vais revenir. En termes d'horlogerie et d'innovation, de nouvelles technologies et des nouveaux matériaux pour se différencier. Chacun a son approche. Il y a des gens qui sont même basés intégralement sur « je change de matériau, je veux de l'innovation par le matériau ».
Le numérique comme un outil d'accélération du développement de produits. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du numérique pour développer ce type de produit. Or, comme je vous l'ai dit, hélas, on ne voit pas ça aujourd'hui dans nos structures françaises. Et puis des procédés de plus en plus précis et performants, auxquels il va falloir ajouter ici la maîtrise de composants à très forte valeur ajoutée. Alors les axes en forte croissance, c'est vrai un peu partout. Celui-là, il fait peur à beaucoup de monde. L'IA générative, est-ce que les intelligences artificielles vont pouvoir générer par eux-mêmes des objets qu'on n'aurait pas imaginés ici? Donc il y a pas mal d'IA génératives qui ont été utilisées dans l'horlogerie, notamment pour faire du design de montres. On voit des résultats assez incroyables à partir de ça, ce qui pose une vraie question sur la notion de créativité dessus. Par contre, l'IA générative, aujourd'hui, sur le développement de pièces de mouvement, ça ne marche pas du tout. C'est aujourd'hui incapable de le faire, ça viendra peut-être. Donc des nouveaux matériaux avec une constante depuis l'apparition de l'horlogerie. Depuis la nuit des temps, on a toujours essayé de voir de nouveaux matériaux dans certaines approches. Et aujourd'hui, on voit notamment, on peut parler de cette approche des métaux amorphes, donc ce qu'on appelle des alliages de verre métallique. Il y a une entreprise, une start-up qui sort d'un laboratoire de Grenoble qui s'appelle Vulcam, qui vient de lever 35 millions d'euros pour les verres métalliques. Et l'un de leurs plus gros clients, enfin les plus gros clients, ce sont des manufactures horlogères, hélas encore une fois, suisses. Et puis, des matériaux biosourcés, c'est une grande demande, notamment du jeune public. On revoit une nouveauté, et bien des matériaux respectueux, et puis aussi des montres recyclables, même si la montre mécanique est peut-être l'objet du quotidien pour ceux qui en ont, qui est peut-être le plus respectueux de l'environnement, parce que quand on achète une montre mécanique, globalement, elle dure plusieurs dizaines d'années, et les marques sont capables de les réparer, pour certaines, sur plus d'un siècle. Les autres choses, donc des procédés intelligents, donc introduire des outils pour rendre les process les plus fiables possibles et les plus adaptables. Ça fait peur à certains horlogers, la cobotisation et la robotisation. Pourtant, des très grandes manufactures aujourd'hui automatisent leur production de montres. La cobotisation, c'est des robots qui vont assister ou des aides à l'assemblage des horlogers. Pourquoi? Parce qu'on a des composants de plus en plus miniaturisés, de plus en plus petits, il va falloir être capable de les manipuler et de les assembler. Et puis il y a un vrai champ d'application en ce moment, c'est ces fameux systèmes flexibles. Et donc vous voyez qu'en termes d'activité de recherche, on en a encore plein dans les tiroirs, et donc j'ai encore un peu de temps pour travailler là-dessus. Merci à vous. Oui, bonjour. Vous avez parlé des spiraux et de la difficulté pour les fabriquer, et notamment du fait de la continuité de son épaisseur sur toute sa longueur. Je me pose la question, pourquoi il y a ce besoin, sachant qu'il y a un réglage pour déterminer sa fréquence? S'il y a des trous ou des bosses, je me dis qu'on peut trouver quand même un réglage. Mais... En fait, le réglage n'est pas un réglage fin, ensuite. Et en fait, il faut savoir que juste une variation d'1 micron, vous pouvez prendre 100 secondes par jour de décalage. Donc en fait, aujourd'hui, les spiraux, ils sont tolérancés à plus ou moins 0,1 micron. Et donc la machine que vous avez vue, qu'on a développée avec le professeur allemand il y a quelques années, on avait des systèmes piézoélectriques, donc pour des actionneurs, et en fait, en continu, dès qu'on a une variation, on pouvait déplacer le système pour arriver à compenser l'erreur dessus, ce qui en faisait sa spécificité. Donc aujourd'hui, non, le système de relâche qui est là, vous n'arriverez pas à compenser l'erreur de variation d'épaisseur. Merci beaucoup pour l'exposé. J'avais deux questions. Une question sur... on a évoqué beaucoup que la fabrication était maintenant partie de France, et j'aimerais savoir s'il y a des raisons de fond et s'il y a une explication à ça. Et voilà. Et puis ma deuxième question, plus technique, sur la partie simulation. Donc, on a vu, c'est des phénomènes très non linéaires. Hein. On a des grands déplacements, on a du contact, on a des pièces flexibles. Je voulais savoir, j'ai cru voir qu'il y avait un outil qui s'appelle LSDINA qui était évoqué. Est-ce que c'est des méthodes explicites qui sont utilisées ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, élément fini, j'imagine. Mais... Ouais, alors je vais répondre à la deuxième question, parce que la deuxième question est plus rapide à répondre que la première.
La deuxième question, oui, nous utilisons des outils de simulation numérique, donc LS-DYNA, effectivement, pour ce cas-là. Et en fait, peu de gens savent, mais LS-DYNA est un code explicite à la base, mais en fait, il travaille aussi en implicite. Et là, j'utilise en fait des couplages entre explicite et implicite pour ces systèmes-là, ce qui fait que l'implicite me permet d'aller beaucoup plus rapidement en termes de simulation, et j'utilise toutes les compétences non linéaires de cet outil pour arriver à faire ça. Sur la première question, c'est une question qui est toujours en discussion depuis des dizaines d'années, sur lesquelles on me sollicite beaucoup dedans et qui est encore en cours. Il y a une notion de réindustrialisation aujourd'hui du secteur horloger. Il faut savoir en fait qu'on a énormément de sous-traitants extrêmement capables, qui ont des compétences très importantes, mais on a perdu des compétences sur la fabrication de composants clés. Les spiraux, les balanciers aussi, qui ne sont pas si simples que ça. On a eu des pertes de compétences également sur des pièces de décolletage, c'est pour ça qu'on a essayé de réintroduire dessus. Le ressort de barillet, il y a eu des choses qui ont été faites dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables en France? Oui. Sur le spiral, il y a eu plusieurs opportunités. Comme je vous l'ai dit, le laminoir, c'est pas de la vanité dessus, je pense que je suis la dernière personne capable de mettre en route le laminoir que vous avez vu ici, fabriquer ces spiraux. Il n'y a pas très longtemps, on avait l'opportunité de racheter ce laminoir. Pour l'histoire, il a été racheté par une entreprise. L'horlogerie est assez particulière comme ça, c'est une redite perpétuelle. L'horlogerie, en fait, cette machine a été fabriquée pour une entreprise qui se trouvait pas loin de Besançon, qui a été rachetée par des Hongkongais, qui ont redéplacé cet équipement du côté suisse, qui ont vendu, qui ont fait faillite. C'est une entreprise espagnole, le groupe Festina, qui a racheté le fonds de l'entreprise et qui a racheté le laminoir. Pendant 8 ans, le laminoir était dans un placard, parce qu'ils avaient une autre ligne de fabrication. Et puis pendant des années, on m'a dit, Monsieur Thibault, il faut que vous récupériez votre laminoir. Il faut que vous trouviez le moyen de le récupérer. On a eu 2 opportunités de le faire. La première n'a pas abouti. La deuxième, c'était il y a un peu moins de 9 mois, où on nous proposait le laminoir pour, en gros, je dirais, 1/10 de son coût. Et c'était dans les mains des politiques, c'était toujours dedans, sauf qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont été voir la personne qui vendait ça, et ça a été, aujourd'hui, c'est en train d'être revendu. Il y a 2 groupes qui sont en train d'essayer de l'acheter, donc c'est connu, le groupe Sigul qui est en Chine, et le deuxième qui s'appelle Titan, qui appartient au groupe Tata, ceux qui font les voitures et les aciers. Et aujourd'hui, ils poussent de fort. Et nous, on n'est aujourd'hui pas capable de trouver les moyens financiers de racheter ce moyen où on a mis, avec Gérard, près de 20 ans de travail. Et globalement, les dernières nouvelles, c'est qu'il part bientôt en Chine. Donc, refaire des spiraux, le temps de développement, pour vous donner le coût de développement de cette machine, le temps de travail, je pense qu'on a passé plus de 100 000 heures sur les 20 dernières années, en cumulant les nombres de personnes qui ont été recrutées. Et si on voulait refabriquer des spiraux en France, il faudrait mettre entre 8 et 10 millions d'euros dessus, mais surtout il faudrait mettre les personnes en face compétentes. Et sur les 6 qui restaient les 3 dernières années, je dois être le dernier, les 5 autres sont décédés. Donc ça, déjà, le spiral, c'est foutu. Sauf si on approche, comme dit Sémon, avec une approche ici flexible, monolithique. Donc ça, c'est dessus. Et puis après, il y a la problématique du marché. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que dans le luxe, si vous parlez sac à main, tout le monde va me parler d'Hermès, de Louis Vuitton, d'autres. Si vous me parlez de bijouterie, vous allez me parler de Van Cleef & Arpels, de Cartier, d'autres. Mais si vous parlez montre aujourd'hui, ici, tout le monde va vous parler du Swissmed. Et l'acteur helvétique est prédominant dessus. Néanmoins, je ne suis pas pessimiste. Il y a vraiment des choses à faire en France. Par contre, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire en France, c'est arriver à se concerter, à travailler ensemble, à ne pas se mettre des bâtons dans les roues et arriver à le faire. Et oui, il y a une opportunité, il y a des choses dessus, on peut refaire, mais pour quel secteur? J'ai une question concernant cette montre compliquée. On a une idée de sa précision. En fait, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on fait mieux maintenant ou moins bien? Alors ça, c'est aussi une grande tendance des technologues et des scientifiques de maintenant, c'est qu'on croit qu'on fait toujours mieux qu'avant. Et en fait, Breguet
Alors, par contre, on ne fabrique pas autant à cette époque-là. Cette montre-là, ici, elle a plutôt un retard de plus ou moins 20 secondes. Et puis, il faut la remonter tous les 12 heures. Donc, ça aussi, la réserve de marche est très faible. Mais Breguet est capable de régler à plus ou moins 2 secondes. Donc, ça, c'est par contre, c'est l'artisanat, c'est le savoir-faire de l'horloger qui sait régler ça. C'est pour ça qu'il existe encore des concours de régleurs. Et on voit des jeunes qui règlent des montres et qui sont capables de régler ça. Par contre, mettre des jours et des jours à régler cette montre-là. Donc ça existe encore. Et j'ai une deuxième question concernant les courroies. Ça semble pas une si bonne idée que ça. Quel vieillissement de ce type de... Alors, pour les parties silicium, si. Par contre, en courroie en caoutchouc, non. Les courroies en caoutchouc, c'est l'aventure qui leur est arrivée. Alors, je ne devrais pas trop le dire, parce qu'en plus, c'est filmé. Mais en fait, il arrivait que la montre aille en vitrine. Et quand vous mettez ça à Abu Dhabi, par exemple, en plein soleil avec les ultraviolets, quand vous achetez la montre, la courroie n'était plus en contact avec les roues. Et donc, vous aviez une montre qui coûtait très cher, mais qui n'était plus une montre. Donc, oui, c'est pas forcément dedans. Par contre, il y a un énorme avantage aux courroies, c'est qu'on peut avoir des énormes anthrax. Et l'autre deuxième avantage, c'est qu'entre une courroie, entre les deux poulies, elle tourne dans le même sens. Donc ça a des avantages en termes d'encombrement. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question sur l'IA générative. Donc, j'aimerais comprendre l'impact que ça a sur les principes d'éthique, de confidentialité et surtout de préservation du savoir-faire de l'industrie horlogère. C'est une vraie question. Aujourd'hui, ça ébranle un peu dedans. Il y a des gens qui étaient des designers dedans. Par exemple, quelqu'un qui est très connu dans le monde de la montre, qui est décédé maintenant, mais Janta, par exemple, qui était un vrai créateur de montres, avec des montres iconiques dessus. Les gens se posent la question, mais aujourd'hui, cette IA générative, quelle va être en fait la notion de créativité dans l'horlogerie? Et ça impacte beaucoup les gens, parce que, mine de rien, dans l'horlogerie, des designers, des gens qui innovent, voient cet outil comme les gens voient aujourd'hui ChatGPT comme un outil extraordinaire, mais posent des questions d'éthique derrière. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cet outil-là, quelle est la confidentialité qu'on va y associer, est-ce que vraiment on peut utiliser ce type d'outil comme étant un outil qui est propriétaire d'une marque? Ça pose de réelles questions. Et aujourd'hui, ils se posent tous la question. Et je n'ai pas la réponse à votre question dessus, mais l'IA, au sens général, dans nos métiers de chercheurs dedans, pose de réelles questions aujourd'hui sur l'éthique qui va arriver. Moi, je vois des doctorants qui aujourd'hui utilisent très régulièrement, qu'ils n'ont pas une question ChatGPT, et on se pose une question sur la notion de créativité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je ne sais pas répondre aujourd'hui à la question. Alors ma question va tourner autour du rapatriement en fait, des savoir-faire français en France sur l'horlogerie, ce qui me semble qui est un peu le miroir aux alouettes depuis longtemps. Pourquoi ne pas se tourner plutôt sur la préservation de l'arc jurassien, puisqu'aujourd'hui les mouvements transfrontaliers sont journaliers, que ce soit en termes de technique, mais également en termes humains, et donc on retrouve aujourd'hui beaucoup de sous-traitants qui travaillent des deux côtés, notamment avec des maisons comme Soprod et autres qui travaillent des deux côtés. C'est le cas. Hein. Nous, là où on travaille, l'arc jurassien est fortement lié aujourd'hui à l'arc jurassien helvétique. Aujourd'hui, il n'y a pas... Je vais être très clair, il n'y a pas de confrontation possible avec la personne de l'autre côté. Pour une raison simple déjà, je vais donner un chiffre. Vous savez combien il y a de frontaliers qui viennent autour de la Suisse, qui travaillent aujourd'hui en Suisse et dans le domaine de l'horlogerie. On a plus de 20 000 frontaliers. Quand vous allez sur les grandes manufactures de certains groupes horlogers du côté dessus, si vous passez devant les manufactures, regardez pas la manufacture qui est souvent magnifique, regardez les plaques d'immatriculation des véhicules sur les dessus. Aujourd'hui, vous voyez les plaques d'immatriculation, je vais donner le dernier qui fait sourire, mais qui est assez représentatif, 39, 25, 70, 73, 74. Ce sont tous les départements frontaliers avec l'arc jurassien. Puis le dernier, c'est 22 en ce moment. On a plein de Bretons qui arrivent dans notre... Du côté, on a beaucoup de Bretons qui commencent à travailler du côté de l'horlogerie, tout simplement parce que côté Fougères, côté Rennes, là-bas, on a des gens qui viennent, et on a pas mal de gens qui viennent travailler de ce côté-là.
Donc aujourd'hui, on travaille avec eux, puisqu'il faut savoir aussi qu'on a quelque chose en commun en ce moment avec les Suisses sur l'horlogerie, qui est en fait, on a été certifié patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'horlogerie. Donc on travaille avec eux, on a travaillé sur le sujet, et énormément de nos sous-traitants dans notre région travaillent pour ces manufactures qui sont ici. Néanmoins, il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte. Il y a des marques françaises qui commencent à se développer, qui sont très intéressantes, et on voit une augmentation de la demande, entre guillemets, du Made in France. Alors, c'est un grand langage. Moi, je suis assez pondéré sur le sujet, mais il y a des marques qui arrivent. Par contre, elles ne sont pas au volume qu'on regarde aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma grande difficulté, quand on visite chez nous, donc, des gens qui expliquent « demandez-moi l'horlogerie », je pose la question souvent, je mets sur la table, je vous mets 5 montres. Et globalement, je demande aux gens, est-ce que vous pouvez me citer 3 noms de marques horlogères suisses et 3 noms de marques horlogères françaises? Alors pour les gens qui aiment l'horlogerie française, ils vont vous s'en sortir. Pour les gens qui sont peut-être dans le public, sortir 3 noms de marques françaises, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Alors il y en a une qui remonte souvent, parce qu'elle est liée à l'histoire de la chute horlogère, qui s'appelle LIP. Voilà. LIP, les gens s'en retiennent souvent, mais je vais vous donner les seuls qui aujourd'hui font de la conception de mouvements, donc conçoivent leurs mouvements, font fabriquer leurs mouvements et l'assemblent en France, s'appelle Émile Péquinier. Il y a d'autres marques, alors on peut parler de la montre franco-suisse aussi, puisqu'il y a des actions. Jean-Jacques pourra en parler dessus, mais Réparalux avec les montres de chez La Joux-Perret, voilà, aujourd'hui fabrique au Japon et en Suisse et fait assembler en France à Besançon. Voilà, il y a des actions. Il y a eu des actions aussi pour refabriquer des mouvements en France. Globalement, ça a plutôt toujours mal marché. Hein. Les 2 derniers exemples que j'ai, ça ne marche pas toujours très bien. Mais il y a des opportunités pour faire des choses sur le sujet. Et il y a un savoir-faire en France qu'on sous-exploite. Donc voilà ce que je pense. Pour moi, l'avenir, il n'est pas noir de l'horlogerie française. Et si vous regardez bien, toutes les innovations qu'il y a eu les 10 dernières années, notamment les doigts à Guy, qui a battu tous les records de chronométrie sur les 10 dernières années, c'est un franc-comtois. Et la marque pour laquelle il travaillait, ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles, pour moi, si on veut faire quelque chose en France qui booste, il faudrait que les gros, ils boostent. LVMH, Hermès, dessus. Or, est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça quand ils ont des marques comme Tag Heuer, quand ils ont des marques comme Zenith, quand ils ont des marques comme Hublot? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question. La question franco-suisse a l'air d'avoir laissé tout le monde extrêmement songeur. Mais vous inquiétez pas, cette question franco-suisse, elle existe depuis avant ma naissance. Et elle perdurera après mon existence. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence extrêmement enrichissante. J'avais une question par rapport à ce nouveau matériau, le silicium, qui est utilisé donc pour les spirales. Est-ce que ces nouveaux matériaux, alors j'ai 2 questions en une. La première, est-ce que celui-ci pourrait rivaliser dans leur conception, dans leur mise en application, avec des quartz, ou qui ne sont pas vraiment des montres mécaniques? Est-ce que finalement l'utilisation du silicium peut-il être, dans une montre, dans des nouveaux mécanismes, les nouveaux procédés qui sont mis en place d'ailleurs de manière plus générale, est-ce que l'on peut encore considérer qu'on peut appeler une montre mécanique? Je vous remercie. Alors, je vais vous représenter ce qu'a fait Silmac. C'est où que je l'ai mis. Voilà. Donc il y en a qui vont me dire que ça, c'est pas une montre mécanique. Ça, c'est une montre électronique. Une montre quartz, c'est une montre mécanique. Pourquoi? Le quartz n'est un oscillateur qui va permettre d'avoir la fréquence et qui va permettre de faire tourner le moteur. Mais derrière, il y a de la mécanique. Là, ici, vous allez me dire, quand je regarde ce truc-là, j'ai l'impression de démonter un objet électronique et de voir de l'électronique. Parce que vous avez là-bas, ici, des peignes. Ce sont des peignes où on fait passer du courant, mais ce qui permet d'engrainer ici, c'est de la mécanique. On a des peignes, en fait, on a des micro-dents, alors vous ne voyez peut-être pas ici, mais là, vous voyez le petit axe. On a une roue dentée
dont le pas des dents fait 2 microns. Il y a 900 dents sur le pourtour de dents. Et donc on engraine. Mais ce qui est utilisé ici, c'est la motorisation, et on fait de l'hybridation. Seiko, quand ils ont développé leur autoquartz, les gens disaient ouais, c'est plus de la montre mécanique. Ah non, une autoquartz, c'est une vraie montre mécanique. Sauf que voilà, on récupère de l'énergie mécanique pour animer un quartz qui va faire dedans. Donc il y a toujours de la mécanique dessus. La grande tendance en ce moment, c'est de vouloir hybrider ça, mettre de la montre mécanique, et puis pour certaines autres fonctions, mettre de la montre électronique. Donc, oui, c'est pas forcément que de la montre mécanique. Les puristes vous diront, ça, c'est pas de la montre mécanique. Ça, je vous le dis tout de suite. Pour eux, les puristes, la montre mécanique, c'est ça. C'est pas alimenté par qui? C'est alimenté par un ressort. Ça, c'est de la montre mécanique. Les puristes, les adeptes, c'est ça. Bon, ben moi je ne suis pas aussi tranché là-dessus. Bon, sachant qu'il faut savoir une chose, la montre à quartz, ça détruit la montre mécanique pendant quelques années, et aujourd'hui la montre à quartz est en train de disparaître absolument au profit des montres connectées. Merci pour cette présentation. Alors, je suis super content de voir de la simulation numérique aussi associée à des sujets de fabrication mécanique. J'ai une question qui peut-être n'a pas été abordée là-dedans, mais est-ce que des procédés, on a vu que des procédés par enlèvement de matière, est-ce que des procédés par impression 3D existeraient? Est-ce qu'on a des limites qu'on ne peut pas franchir? C'est quelque chose que je me pose comme question. C'est une très bonne question. Alors ça, j'ai vu ça entre le début des années 2009 jusqu'à 2018. Toutes les semaines, j'avais une manufacture qui venait me voir à propos de la fabrication additive. Et la réalité, c'est qu'à cette échelle-là, on n'est pas capable de fabriquer des composants qui sont répétables pour des questions de poudre. Aujourd'hui, la physique des poudres qui permet de faire ça, il faudrait des poudres qui soient submicroniques. Et la problématique, c'est que l'horlogerie ne tolère pas ça. C'est les états de surface qu'on fabrique. Aujourd'hui, là, quand vous regardez ça, enfin, peut-être que ce n'est pas votre cas, vous allez me dire, moi je trouve ça bateau, mais le temps de finition de ces montres, par un horloger qui fait à la main, il est extraordinaire. Tout ça, c'est fini main, c'est fait main. C'est fini, c'est anglais, c'est poli, tout ça, ils font ça à la main et c'est assemblé à la main. Le seul endroit où j'aurais pu voir de la fabrication additive, c'est pour fabriquer ça. Des ponts et des platines, l'objet qui porte tout ça. Problématique, c'est que tous les motifs qui sont là, aujourd'hui on n'est pas capable de faire les précisions qu'on demande, puisque globalement, les horlogers sont très adeptes des tolérances au micron, et ils vont demander de faire des trous ici qui vont faire par exemple 100 microns de diamètre, plus ou moins 2 microns. Il n'y a aucun procédé de fabrication additive qui vous sort cette pièce-là avec cette tolérance-là. Et le deuxième, si on a des pièces qui sont assez fines, en sortie de procédé, la pièce est tordue. Donc aujourd'hui, on peut avoir des ébauches qu'on réusine, mais les process sont tellement établis par usinage qu'aujourd'hui c'est tellement productif, c'est que des fois on étampe, on découpe cette pièce-là et on vient l'usiner en fine, et c'est très très productif. Donc la fabrication additive dans le monde horloger mécanique standard, non. Par contre, les gens oublient que la technologie silicium, c'est de la technologie de fabrication additive. Puisqu'on fait de l'agglomération de matière sur un wafer silicium. Et typiquement, le spiral en nanotube de carbone, c'est ça. Donc sur la fabrication additive métal, par exemple, parce que j'ai oublié de dire une chose, l'impression 3D, dans l'horlogerie mécanique, à quelques exceptions près, pas de plastique. Ça, c'est rédhibitoire, il n'y a pas de plastique dans une montre mécanique, dans les manufactures qui sont là. Donc c'est du métal, ou équivalent. Donc c'est des technologies, et aujourd'hui, dans le domaine du micro, il y a peu de technologies qui poussent, à part dans le dentaire ou des applications un peu particulières en défense. Donc non, pas de fabrication additive. Alors par contre, pour les habillages, ça par contre, ça se fait. Il y a beaucoup de gens, il y a par exemple France Éclat à Besançon, font des carrures de montres en fabrication additive, notamment sur des matériaux précieux.
Encore moins. Du coup, quelque chose de complètement différent sur le spiral. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire la régulation, donc la précision de la montre. Mais ça induit des frottements, des coûts à minima, et donc de l'imprécision, paradoxalement. Alors, je sais que certains horlogers ont tenté de s'en séparer. Où est-ce qu'on en est sur cette évolution mécanique? Peut-être la petite pièce que vous avez vue qui est monolithique, c'est ça. Mais du coup, on est loin d'une industrialisation à millions de productions. Ah non, c'est totalement industrialisé. Elles sont où ces montres? Pardon? Elles sont où ces montres aujourd'hui sur le marché? Pour l'instant, c'est ce que vous voyez ici. Vous ne pouvez pas l'acheter, sauf si vous achetez une défilable de chez Zénith, ou si vous achetez ici le nouveau mouvement de chez Frédéric Constant. Mais ici, si vous regardez, il n'y a plus de spirale. C'est cette pièce-là qui fait oscillateur-régulateur. Donc ça, effectivement, ça c'est l'avenir. Alors, c'est pas pour vanter l'école, hein, mais il n'y a qu'une école aujourd'hui où on apprend à concevoir des systèmes comme ça en 3e année. C'est chez nous, Emma par exemple, ils ont appris à fabriquer, alors pas ce type de composants parce qu'il faut encore un peu plus de temps, mais ça pour moi, c'est l'avenir des oscillateurs. Parce que ça, on peut le fabriquer en grande série, on a des moyens avec des centrales technologiques qui pourraient y arriver, par contre, il faut y mettre des moyens. Si une manufacture française dit « moi, je veux faire ce truc là-dedans », aucune manufacture française n'a les moyens de faire ça. Par contre, si on le fait en grande série pour des mouvements qui sont liés à plusieurs acteurs, là, on peut commencer à y réfléchir. Et en termes de précision horaire? C'est plus précis. La montre de Guy, ici, oscille à 40 Hz. Donc, je n'ai pas mis la vidéo, mais vous avez une membrane qui vibre à 40 Hz. Donc, plus vous allez monter en fréquence, plus vous allez avoir une précision sur le régulateur, sur des montres aujourd'hui qui sont entre 2 et 4 Hz. Sur les oscillateurs classiques, on peut monter à peine plus haut, mais dessus. Donc ça, ici, normalement, c'était l'objectif de Guy. Guy, son sacerdoce, c'est la haute chronométrie. Donc il a même fait des lames. Il y avait une montre qui s'appelle la Micro Rider, où il a eu le Grand Prix, il a eu la Flèche d'Or à Genève. C'est une poutre qui vibre à très haute fréquence, et il était monté, je crois, à 1 centième de seconde, et son objectif, c'est de monter à 1 millième de seconde. Impossible avec un régulateur balancier spiral. Impossible. Mais par contre, les investissements qui sont là, derrière, il y a le groupe LVMH, l'homme le plus riche du monde, on rappellera. Donc ici, il y a eu des investissements colossaux, et ce qui est aussi à retenir, c'est ce que je vais redire mardi prochain, parce que je reviens dans pas longtemps avec Jean-Jacques ici. Pour arriver à faire ça, pour innover, il faut y mettre des ingés, il faut mettre des docteurs. Notre ami Guy, quand il a monté le Tiger Institute, il a embauché 20 personnes, il y en a qui venaient du Michigan, il y en a qui venaient de Russie, il y en a qui venaient de l'école des mines de Paris, ils ont tous des doctorats, on a des ingénieurs qui viennent de chez nous également dessus, parce que là, c'était rupture technologique. Mais si vous essayez, si vous voulez relancer la fabrication de balanciers spiraux, pendant 20 ans j'y ai cru, aujourd'hui je vous dis, ne vous lancez pas dans cette aventure. Allez sur d'autres choses. Et ça, c'est là où on a un génie créatif en France. Donc voilà ma position dessus. Vous allez me dire c'est facile, je suis chercheur, je vends ma crème, ça c'est vrai. Mais j'ai travaillé beaucoup sur les spiraux, certains dans la salle le savent, et aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel de toute façon on n'aura pas les moyens de relancer l'activité. Pour qu'on puisse fabriquer des spiraux à un coût standard, voire équivalent à ce qui se fait aujourd'hui par d'autres acteurs, il faudrait que vous en fabriquiez entre 500 et 1 million par an. Il n'y a pas le marché. On ne fabrique pas 1 million de montres mécaniques en France. Donc c'est un outil qui n'est pas pérenne. Écoutez, sur ce succès français du monolithique, on va vous remercier à nouveau.